Salut à tous et bienvenue sur Psyturie, la chaîne branchée écologie. Aujourd'hui nous sommes à quelques semaines d'un événement d'envergure mondiale rassemblant les chefs d'État de toute la planète, la COP24. Pour ceux qui ne sont pas habitués au système de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qu'on va appeler par le doux nom de CNUC, c'est bel et bien la suite de la COP21 à Paris qui a donné lieu à l'accord de Paris sur le climat en 2015. Mais du coup, c'est quoi la COP ? Tout commence en 1992 lorsque l'ONU organise le sommet de la Terre à Rio de Janeiro. C'est l'un des plus grands rassemblements de dirigeants jamais organisés dans l'histoire. Durant ce sommet, la communauté internationale va donner naissance à 3 conventions très importantes. La Convention sur la diversité biologique, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire la CNUC. L'objectif de la CNUC est simple en apparence, stabiliser les émissions atmosphériques de gaz à effet de serre à un niveau qui les empêchera de nuire au système climatique. Bon, pas de bol, on sait déjà que c'est raté, mais continuons. La conférence des parties, ou COP, constitue l'organe suprême de la CNUC et se réunit annuellement afin de négocier et de surveiller la mise en œuvre de la convention. La première COP a eu lieu en 1995 à Berlin et la prochaine se tiendra dans la ville de Katowice en Pologne. Pays de pierogies et de chapeaux colorés, grand extracteur de charbon, mais bon, ce n'est pas nous en France qui vont leur donner des leçons de bonne conduite concernant leur production d'énergie, hein. Bref, j'ai 23 ans et ça fait littéralement depuis que je suis né que les États se retrouvent chaque année pour parler climat. Et clairement, les résultats sont mitigés puisque les changements climatiques continuent d'empirer chaque année. Alors, ça sert à quoi tout ça ? Revenons à nouveau sur l'histoire. En 1997, les membres de la CNUC ont signé le protocole de Kyoto, qui visait à réduire entre 2008 et 2012 d'au moins 5% par rapport au niveau de 1990 les émissions de 6 gaz à effet de serre. Kyoto fixait des obligations contraignantes aux États industrialisés avec des pénalités financières importantes. Le problème est que le protocole a été affaibli pour plusieurs raisons dès le départ. Déjà, les États-Unis ont refusé de ratifier l'accord pour des raisons évidemment économiques et politiques, alors qu'il représentait plus de 20% des émissions mondiales. Ensuite, seuls les États industrialisés présents dans l'annexe 1 étaient concernés par les obligations strictes et chiffrées de réduire leurs émissions. Ceci s'explique car ces pays sont historiquement responsables de l'industrialisation qui a fait leur richesse et qu'il n'était donc pas juste de demander à des pays en développement de ralentir leurs émissions et donc leur croissance. Donc on enlève des concernés un paquet de pays dont la Chine qui représentait déjà 14% des émissions. Comptez ensuite le Canada qui se retire de Kyoto en 2011 et qui représentait 15% des émissions à cette période, et vous vous retrouvez avec un protocole fort et contraignant certes, mais dont la participation des principaux émetteurs mondiaux de CO2 est sévèrement limitée. Du coup, à Copenhague en 2009, on propose un nouvel accord contraignant, mais dont les obligations concerneraient aussi les pays en développement, dont les émissions ont augmenté de manière exponentielle depuis, comme la Chine ou l'Inde. Sauf que bon, les États-Unis n'avaient pas envie à la base de souscrire à un accord contraignant il y a 12 ans, et il n'y avait pas de raison que ça change en 2009. Et les pays en développement traînaient le pas également. Donc personne n'avait envie d'un Kyoto bis, et du coup les pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Le document signé à Copenhague n'avait donc pas de véritable valeur juridique. L'incapacité de trouver un successeur à Kyoto qui soit accepté par le plus grand nombre de pays était d'autant plus problématique que depuis la COP de Copenhague et la COP de Cancun en 2010, et à l'initiative de la communauté scientifique, de la société civile et de certains États insulaires, il fut accepté que l'objectif à ne surtout pas dépasser, c'était une augmentation de 2 degrés. Et encore, pour beaucoup d'États particulièrement vulnérables au changement climatique, au contraire, il faudrait être beaucoup plus ambitieux et viser la limite à 1,5. Donc fallait vite trouver un accord afin d'assurer que ces objectifs soient tenus et encadrés. Et c'est ce qui a été fait à Paris, en principe. L'accord de Paris sur le climat est un accord quasi universel qui a fait beaucoup parler de lui. Une véritable réussite diplomatique à laquelle la France a contribué et qui a rassemblé tout le monde autour d'un texte fort sur le climat. En principe, l'accord de Paris est très différent du principe de Kyoto car il repose principalement sur le volontarisme des États. Vous voyez le problème ? Les États doivent établir un plan de contribution nationale, en bref la quantité de gaz à effet de serre qu'ils souhaitent réduire, les mettre en œuvre et les revoir à la hausse régulièrement. Clairement, ce n'est pas assez au vu de l'urgence climatique et des catastrophes qui y seront associées. En gros, les pays se sont mis d'accord pour dire qu'ils allaient faire des efforts, mais à leur rythme et ce qui les arrange. Et dans le cas de certains pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine, le Canada et même l'Union européenne, les engagements ne suffiront pas à respecter l'accord de Paris. Sur cette carte, vous pouvez voir en noir, rouge et orange les pays dont les engagements seront insuffisants pour garder l'augmentation de la température à moins de 2 degrés. Les pays développés, qui ont l'empreinte carbone la plus élevée, s'engagent à aider les pays les plus vulnérables à s'adapter au changement climatique grâce au Fonds vert pour le climat, qui doit mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020.
De l'argent destiné à 50% pour les projets de mitigation, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique, et 50% pour les projets d'adaptation au changement climatique. Mais actuellement, c'est un échec. Malgré les promesses, il n'y a pas assez d'argent reçu, et vu que l'on s'apprête à dépasser les 2 degrés, il faudra bien plus d'argent à l'avenir dans tous les cas. Et si vous vous dites « Ah mais en même temps, 100 milliards par an, c'est beaucoup », ben oui, c'est 20 milliards de plus de ce qui part chaque année de France à cause de l'évasion fiscale des plus riches. Oups. Ces 2 points illustrent bien le problème avec l'accord de Paris. Il ne propose pas sérieusement de remettre en cause le système capitaliste actuel, qui est en grande partie la source de la frénésie productiviste et la course à la croissance, qui est de plus en plus reconnue comme incompatible avec la préservation du climat et de la biodiversité. Nous restons dans des schémas de pensée dominants qui pourtant montrent leurs limites et leur inefficacité objective quand il s'agit de mener une action internationale forte contre le changement climatique. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport du GIEC de 2018, un regroupement de centaines de scientifiques venant de tous les continents et dont l'autorité est reconnue par l'ensemble des États de la planète et qui a été récompensé du prix Nobel de la paix en 2007. Alors bien sûr, tout n'est pas à jeter dans l'accord de Paris sur le climat. Un accord, même aussi faible, est mieux qu'aucun accord. Le personnel de la CNUC est composé de personnes conscientes de l'urgence mais qui ne peuvent rien faire avancer sans le soutien des États. Et s'il y a des espaces sur les marges où peuvent intervenir des acteurs de la société civile, ce sont des rustines. En l'absence d'un engagement plus ambitieux des États qui protègent les intérêts des grandes industries polluantes, on court droit à la catastrophe. Et quand on parle de catastrophe, ce n'est pas dans 100, 200 ou 500 ans, c'est maintenant. Et autant dire que l'attitude désinvolte et non coopérative de certains pays comme les États-Unis complique encore les choses. C'est pourtant des centaines d'ONG et de personnalités qui viennent chaque année au COP pour essayer d'attirer l'attention des médias et faire comprendre que le changement climatique a des incidences très graves sur les droits humains, sur la biodiversité, sur les plus pauvres, et j'en passe. Donc, qu'attendre de la COP24 de Katowice? Le meilleur possible dans les règles de l'accord de Paris, bien sûr, mais ce ne sera pas suffisant à moins que les États ne prennent de très ambitieux engagements et qu'ils les respectent, ce qui, à mon avis, ne se fera pas bien que les conditions de la vie humaine sur Terre soient en jeu. Déni de démocratie, manque de courage, condamnation à mort, appelez cela comme vous le voulez. Car oui, je finirai là-dessus, il y a un énorme problème démocratique avec les négociations climatiques internationales. Les États sont les seuls à voter à la CNUC, car ils représentent leurs nations respectives. Rien de trop choquant jusqu'à là. Ce qui est choquant en revanche, c'est la mise sur le côté des intérêts des citoyens. Malgré les apparences, la CNUC a ce côté sommet d'élite politique, parmi lesquels on compte des dictateurs, des criminels de guerre, des meurtriers, des corrompus et des personnes issues des milieux ultra privilégiés qui préfèrent écouter les lobbyistes des grands intérêts financiers que l'intérêt général. Et c'est eux qui devraient décider du niveau d'engagement de la communauté internationale sur un sujet aussi grave que les changements climatiques. Je devrais donc attendre que Trump, Poutine, Macron et Xi Jinping, autrement dit qu'un démagogue ultra-conservateur, un ancien du KGB, un pantin de la finance, make our planet great again, et le chef d'un état policier se mettent d'accord sur le fait qu'ils n'en ont rien à foutre du climat? Manifestons devant la COP alors. Oh, bah c'est bête parce que l'état polonais et la municipalité de Katowice ont proclamé l'interdiction de toute manifestation dans la ville durant la durée de la COP. C'est classique de criminaliser ou d'appliquer un délit de sale gueule sur les manifestants. Mais quand on connaît le décalage entre l'enjeu des discussions et la mauvaise volonté d'une bonne partie des chefs d'état présents, ce n'est pas difficile de discerner qui sont les individus les plus dangereux. Cette vidéo touche à sa fin, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur un événement particulier sur Psyturie.